Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, aujourd'hui, on reçoit une dame exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle on l'a invitée ce soir, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours excellent dans notre communauté, qui va se presser à l'exercice de l'interview, mais avec comme thématique essentielle, on va parler de tout ce qui concerne la jeunesse gabonaise, notamment la situation du chômage, les causes et pourquoi pas les solutions. Déjà pour commencer, bonsoir Alice. Oui, bonsoir Warren, merci de me recevoir sur l'émission aujourd'hui. Ok, excellent, excellent. C'est nous qui te remercions. Merci d'avoir pris le temps parce qu'on sait que tu n'es pas, tu as tes obligations et c'est pas évident, mais merci d'avoir pris le temps. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou les gens qui vont te découvrir? Oui, je pense que ça va être une découverte pour tout le monde parce que j'ai très peu eu l'habitude finalement de me présenter ou alors on a très peu eu l'habitude de me poser la question finalement de savoir qui j'étais. Ouais. Mais écoutez, je vais me présenter. Je suis Alice Adibé. Je suis mère de 4 enfants et j'habite en France, voilà, précisément en région parisienne. Je suis de formation comptable dans mon parcours scolaire et ensuite j'ai fait des études supérieures dans le sciences sociales. Donc j'exerce depuis aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années dans le secteur médico-social, plus particulièrement dans la branche aide à domicile, là où j'ai eu l'occasion, sur l'ensemble de mon parcours, d'occuper tous les postes. Et quand je dis bien tous les postes, ça peut paraître atypique, mais j'ai, durant mes études, été auxiliaire de vie, aide ménagère, quand d'autres jeunes vont faire des études, plutôt chercher des emplois jeunes au McDo, Quick, Burger King ou comme vendeur. Mais moi, j'étais attirée plutôt par le social. Voilà. Et j'ai eu en tout cas l'opportunité, dans le cadre de mon parcours, de gérer, alors à mon compte, des entreprises de service à la personne durant plusieurs années. Voilà, donc j'ai embauché en région parisienne et aussi en province du personnel intervenant. Voilà, un parcours extrêmement riche qui nécessite beaucoup de bienveillance, d'empathie, d'écoute, parce que la plupart des bénéficiaires, en tout cas que j'ai eu l'occasion d'accompagner, sont soit des personnes âgées ou alors des publics en très forte dépendance, en très forte situation d'handicap, ou alors des enfants présentant aussi des troubles, troubles autistiques, entre autres. Ok, excellent, excellent. Alors, mais quand même, j'ai envie de te poser la question de savoir, tu es quand même, c'est vrai que ça, comme tu as dit, ça fait déjà 20 ans que tu es dans le domaine. En vérité, quand tu te lances dans ça, tu es quand même assez jeune. Qu'est-ce qui te pousse véritablement à embrasser cette carrière? Est-ce qu'il y a eu un moment peut-être là où, parce qu'en vérité, souvent, il y a certaines personnes qui prennent des vocations parfois au cours d'un événement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie là où tu as voulu essentiellement te lancer dans cette carrière-là que d'embrasser une autre carrière? La question est très pertinente parce que, à vrai dire, le petit secret, c'est que je voulais rentrer à l'armée. Très jeune, je voulais rentrer dans les corps armés. J'ai supplié mes parents de vouloir faire l'école de Saint-Cyr. Je voulais être officier, en tout cas, à l'armée. Et moi, je me voyais pas du tout sur une vie ni familiale, mais plutôt sur des terrains, en tout cas, des théâtres de combat à l'étranger ou peu importe. Et c'est vraiment ce que je souhaitais. C'était pas le vœu de ma mère, en tout cas. Et il est vrai que durant mon adolescence, ma maman est donc retombée enceinte pour une dernière fois. Et malheureusement, voilà, elle a eu un accident lors de son accouchement. Donc, j'ai ma dernière petite sœur qui a aujourd'hui 22 ans, qui est en situation de handicap moteur. Et c'est vrai que, entre autres, c'est cet événement-là, en fait, qui me fait me questionner finalement sur la prise en charge des jeunes enfants en situation de handicap, la prise en charge des parents, l'accompagnement que ça peut revêtir. Et moi, je suis très jeune à l'époque, j'ai à peine 15 ans. Et c'est vrai que du coup, ça me sort de l'adolescence. J'ai vraiment pas eu le temps de faire de bêtises
Moi, durant mon adolescence, j'étais plutôt une enfant très sage et j'ai très vite aidé maman dans ce qu'on peut appeler son combat. Et ma mère aussi est issue du médico-social. Donc, quelque part, c'est quelque chose qu'elle me transmet aussi dans ses valeurs et dans ce que je peux entendre petite à la maison. Ok, je vois. Ben écoute, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, parce que la plupart du temps, il peut parfois arriver qu'il y a des événements qui peuvent arriver, qui peuvent forcer une vocation par rapport à une autre. Donc, c'est bien que tu prennes le temps de nous partager ça, parce qu'en vérité, ça nous permet également de mieux te connaître aussi. Alors, tu grandis dans quel environnement, Alice? Comment se passe ton enfance? Tu grandis dans quel environnement? Eh ben, moi, je suis née à Libreville parce que mon papa était, alors, au départ, expatrié. Et ensuite, il a travaillé sous contrat gabonais, donc comme on dit, contrat local, complètement détaché de la France. Et ça, des années auparavant, avant de rencontrer ma mère. Mon père fait plusieurs allers-retours au Gabon, puisqu'à l'époque, dans les années 75-80, la coopération française est très forte. Il y a des travaux qui sont lancés, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et quoi qu'il en soit, mon père se retrouve à Libreville. Dans les années, effectivement, 80, il rencontre ma mère. Et donc, moi, je suis née à Libreville. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, pour les problèmes que tout le monde connaît, mon papa a fait partie de ces personnes qui ont été spoliées. Dans la mesure où il avait des avoirs dans une banque qui s'appelait la BGL et à l'époque qui avait été en tout cas braquée par l'ancienne première dame qui était directrice. Et ça a été extrêmement difficile. Moi, c'est une année où je suis aussi tombée malade. J'ai fait un grave palu, un excès même de palu, et ma mère m'emmène à l'hôpital dans le coma. J'ai failli mourir. C'est ma mère me raconte que c'est une infirmière qui l'entend pleurer dans les couloirs. Ma mère parlait en langue, elle parlait toute seule, elle était complètement désespérée. Mon père était absent, il était parti en mission, en plus à l'étranger, il n'était pas au Gabon sur cette période-là. Et c'est une infirmière en fait qui me prend en charge sans rien demander. Alors, mon père viendra régler après la note d'hôpital. Mais j'ai failli mourir. Ça a été très traumatisant et pour mon père, ça a été très traumatisant pour ma grand-mère paternelle qui m'a donné le prénom Alice, qui ne m'avait jamais vue et qui était en France. J'ai été, en tout cas jusqu'à l'arrivée de ma petite sœur, la seule petite fille de la famille, et une famille de garçons, d'oncles et de cousins. Voilà, donc dans les années fin 88, 90, mes parents, donc mon père décide de quitter Libreville et du coup ma mère le suit effectivement, et c'est comme ça qu'on se retrouve à Paris dans les années 90, là où je suis toute ma scolarité dans un milieu modeste, parce que je sais que souvent c'est décrié et récemment ça m'a été remis frontalement à la figure, mais j'ai grandi dans un milieu modeste avec des parents qui nous ont toujours inculqué des valeurs, on va dire, de sobriété. Voilà. Ouais, là, tu as anticipé ma prochaine question, parce que je voulais te poser la question de savoir, est-ce que tu penses que tu as grandi dans un milieu privilégié? Non, je n'ai pas été privilégiée. Mon père était tout le temps en fait en mission. En réalité, c'est ma mère qui nous a éduqués. J'ai un frère, une petite sœur, donc on est une fratrie de 3. Et non, j'ai pas l'impression d'avoir été élevée de manière privilégiée en fait. Comme on peut dire, j'ai mangé les pâtes, les pommes de terre, les endives. En fait, ma mère nous a éduqués, et jusqu'à aujourd'hui encore, elle continue encore à le faire, elle a encore envie. Elle nous a éduqués dans la modestie et le partage. Voilà, de toujours se contenter de ce qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle j'estime, en tout cas, que je ne viens pas d'un milieu privilégié du tout. J'ai des parents qui ont tout le temps et toujours travaillé, que j'ai toujours vu se lever tous les matins jusqu'à aujourd'hui
pour mériter ce qu'ils ont. Et en même temps, ma mère nous a appris très tôt la valeur du travail. Il n'y a pas un franc qui sortait de sa poche si on n'avait pas rendu un service à la maison. Excellent, voilà. Excellent. C'est très bien. Je pense que c'est une très bonne façon d'éduquer même les enfants, en fait, en leur inculquant la valeur des choses. C'est très bien. Excellent. Chapeau à elle. Merci. Alors, tu viens de dire quelque chose d'intéressant tout à l'heure là, c'est que ce qui fait que ton papa décide de partir du Gabon, c'est par rapport au fait que voilà, il a été spolié par l'ex-première dame au niveau du Gabon. Alors, moi, et là, on commence à rentrer progressivement dans le sens un peu de notre émission. C'est, alors, au soir du 31 août de l'année passée, en 2023, il y a eu les militaires qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu envie de t'écouter là-dessus. Quel est ton ressenti? Le Gabon est dans une transition. Qu'est-ce que Ali Sadibé pense de tout ça? Qu'est-ce que tu penses concrètement? Et surtout, qu'est-ce que tu penses? Et ma prochaine question, ce sera le dialogue national. Qu'est-ce que tu penses? Ben, ce que je pense, c'est que le 30 août a été une surprise pour tout le monde. Aux aurores, on s'est tous effectivement réveillés avec cette nouvelle que l'ensemble du peuple gabonais, les partis, les mouvements et même nous-mêmes au sein du BDP avons accueilli positivement. Parce qu'effectivement, il fallait que ces 56 ans de malgouvernance, de déliquescence, d'incurie s'arrêtent. Les tractations qui ont emmené à ça sont encore discutables aujourd'hui, effectivement, mais sur une réponse de principe, le coup d'État ou le putsch du 30 août est effectivement à ce moment-là favorable à de nouvelles perspectives. Elle entrevoit en tout cas la possibilité de rebattre un peu ce jeu de cartes, de reconfigurer un peu, moi, ce que j'appelle ce jeu d'échecs, là où on a des pions qui sont positionnés. Et donc, on a un positionnement avant le 30 août qui fige le Gabon dans une politique que personne ne maîtrise parce qu'on n'a pas réellement l'état des lieux de ce qui se passe au palais. On entrevoit, on entend. Le 30 août vient rebattre les choses et vient libérer effectivement le peuple gabonais d'une certaine emprise. Ok, excellent, excellent, très bien, effectivement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que parfois ton écran est au ralenti. Je ne sais pas, peut-être que c'est la connexion. Oui, j'ai peut-être un problème de connexion. Je pensais que c'était que moi. Ouais, je ne sais pas trop, mais bon, on va continuer. Il y a pas... De toute façon, si je peux régler ça au niveau du montage, je vais voir. Voilà. D'accord, ok. Voilà, ok. Alors aujourd'hui, bien évidemment, la raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est directement politique, c'est parce que je sais également que tu es très engagé dans le monde de la politique, à l'instar de toutes tes actions dans ta carrière professionnelle qui est en rapport avec tout ce qui concerne le fait d'assister des personnes dans le domaine de la santé. Mais alors, moi, je vais quand même te poser la question de savoir d'où te vient cet engagement assez pointu dans le domaine politique. C'est-à-dire parce que moi, j'ai été découvert notamment à travers le BDP, c'est-à-dire dans les différentes interventions du BDP, là où j'ai commencé à écouter tes propos, ta pertinence. Mais quand même, j'ai quand même envie de te poser la question de savoir d'où te vient ce côté assez vivace, parce qu'en vérité, quand on voit une femme comme toi, on ne pense pas forcément qu'une femme comme toi peut s'intéresser à la politique. La plupart du temps, c'est le make-up, c'est le beauty, mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à la politique? C'est quoi le bif, en fait? Je pense pas qu'il y ait forcément grand-chose à dire. Un engagement, c'est... moi, j'ai toujours considéré que ça renvoie d'abord à ses propres valeurs, à la vision qu'on a du monde tous les matins quand on se réveille. Effectivement, il y en a pour qui le matin, se réveiller, c'est penser à soi, peut-être le make-up, les habits, oui, aller au travail ou pas. Bien entendu, c'est en soi le quotidien de tout le monde. À la seule différence, c'est que je pense que c'est cette empathie et cette souciance de se dire que moi, mes enfants, ils ont ce qu'ils ont. Ça leur suffit. Pas plus, pas moins. C'est-à-dire, pour moi, ils ont un toit, ils ont à manger, ils ont leurs 3 repas tous les jours
ils vont à l'école et ils sont en bonne santé. Voilà. Moi, pour moi, ça s'arrête là. Accessoirement, j'ai une voiture et un chien. C'est du plus. Et puis, c'est tout, en fait. C'est pas pour ça que je vis mal. C'est pas pour ça que je vis de manière outrancière. Mais pour moi, il y a ce souci-là de me dire que quand on a accompli ça, finalement, on peut se permettre de pouvoir s'intéresser à la vie en société et d'aider les autres. Ça a du sens dans le travail que je fais au quotidien, parce que finalement, on vient apporter des solutions dans la vie des personnes qui ont souvent des parcours et des accidents de vie qui sont dramatiques quand ce n'est pas la dépendance âgée. À l'instar aussi, mon engagement, c'est celui de venir apporter quelque chose supplémentaire à mon pays. Et moi, ça renvoie à la notion d'intérêt général. Voilà, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays en plus? Comment je peux contribuer à reproduire en fait ce cocon que j'ai, à faire en sorte que d'autres personnes, d'autres familles, un pays puissent aussi en profiter et jouir aussi de ces mêmes plaisirs, des plaisirs qui sont simples. Je ne vous ai pas décrit quelque chose qui sort de l'abstrait. Yeah, exactement. Et un grand entrepreneur congolais disait que c'est quand tu commences à avoir à manger et à boire sur ta table que tu deviens philosophe pour les autres. Et effectivement, c'est vraiment ce que tu es en train de faire. C'est parce qu'il y a déjà un certain confort chez toi que tu te dis qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'un temps soit peu, tu te battes pour aussi rendre l'appareil à tes concitoyens. Ce qui est tout à fait noble et en ton honneur. Et à l'instar aussi, excuse-moi, pour enrichir aussi, à l'instar, je pense aussi que c'est difficile de pouvoir aider quand soi-même on ne s'aide pas. Pour les puritains, les chrétiens, il y a un verset qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et en fait, cette phrase-là, elle veut tout simplement dire que c'est difficile de vouloir aller aider les autres quand soi-même, on n'a pas une certaine stabilité. Et je vais même aller plus loin, c'est aussi un péché de vouloir donner alors qu'on a besoin. Comment une mère peut nourrir ses enfants si elle-même, elle ne prend pas soin d'elle? Voilà. C'est ça, exactement. Tout à fait d'accord. OK, alors, on va continuer notre émission progressivement. Et là, aujourd'hui, on a constaté un fait troublant dans les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, là où, en fait, la fonction publique a recommencé à recruter, ce qui est une bonne chose à la base, parce que ça fait quoi? Ça fait une décennie, ça fait, je crois, peut-être 5 ans bientôt ou 10 ans que la fonction publique ne recrutait plus depuis dans notre cher pays. Mais au soir de la transition, comme ça, les autorités en place ont décidé de refaire les concours pour rentrer dans la fonction publique. Mais le constat qui est fait, c'est qu'on réalise en fait que enfin, c'est même pas une impression, mais c'est un fait, c'est qu'on réalise que ces concours-là ont en fait caché le côté de l'iceberg qui démontre que le chômage au Gabon est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire, toi, d'après toi, quelle est la lecture que tu fais du chômage au niveau du Gabon? Et surtout au niveau de la jeunesse gabonaise? Alors, le Gabon, c'est effectivement un pays qui est très jeune, comme l'ensemble du continent africain, qui suit cette même cadence-là. Par rapport au Gabon, le chômage, il est énorme. Je ne sais pas si un jour on est descendu en dessous de 20% de chômage. Ces dernières années, on était plutôt en dents de scie, avec plutôt une tendance à la remontée du chômage. On parle, en tout cas dans les chiffres, de 40% de chômage. Ça représente quand même 4 Gabonais sur 10. Et dans la démographie, on peut se permettre de dire que ça représente 4 jeunes sur 10 qui sont aujourd'hui sans emploi. Et quand je dis sans emploi, c'est sans activité au sens déclaré, donc formel. Donc le constat, il est bien entendu alarmant, puisqu'il y a des répercussions qui sont économiques et qui sont sociales au sein de notre société et qui ne sont pas négligeables en tout cas. Yeah. Alors ici, on dit, parce que je viens de regarder ça rapidement, on dit en fait que le taux de chômage au Gabon est de 21%. Ouais. Pas à date d'aujourd'hui en tout cas. Yeah, sur les derniers chiffres
que je pourrais transmettre. Les derniers graphiques et chiffres des institutions internationales, on parle de 40% sur les chiffres de 2022-2023. Yeah, qu'on n'a pas de exactement. 9e pays avec le taux le plus élevé. Voilà. Alors, c'est assez terrible, c'est assez terrible. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce chômage assez élevé quand on part du principe que le Gabon a autant de ressources, un petit pays avec quoi, on va dire 2 millions et quelques d'habitants. Je veux dire que c'est l'équivalent de ma ville ici dans le Nebraska, ici dans ma petite ville. C'est tout le Gabon, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce chômage aussi prononcé en fait? C'est quoi le problème d'après toi? Quelle est ta lecture? Il y a plusieurs facteurs justement à cette hausse de chômage. La première, elle est liée à notre marché économique. Le Gabon est un pays qui a une économie primaire plutôt tournée sur ses richesses minières.